Pour cette invitation. Donc moi je suis économètre de formation. Et maintenant je suis à temps plein à HEC Montréal, mais je viens encore au CREST où j'étais prof assistant. Oui, donc une partie de mon travail s'intéresse à l'environnement et à la santé. Pour vous donner un petit peu de background sur ce papier, en fait, c'est un projet qui initialement était le dernier article de thèse de Milena, qui était à Paris School of Economics, mais aussi administratrice de l'INSEE, qui travaille à l'adresse. Donc Milena avait accès à des excellentes données administratives dont je vais vous parler. Et on avait cette idée de travailler sur les inégalités de santé des enfants et de la pollution de l'air. Et voilà, on est arrivé à faire ce papier qui maintenant est publié en fait dans le JIM. Donc c'est pas un travail en cours, mais j'ai d'autres projets maintenant qui sont un peu reliés à ça. Ouais, on utilise un peu le même genre de méthodologie. Euh, alors, ce papier s'intéresse à une chose essentielle qui est la santé des enfants et le lien entre la santé des enfants et la qualité de l'air. On sait aujourd'hui que la qualité de l'air peut affecter la santé des gens et poser des risques importants, en particulier pour les enfants en bas âge. Et dans la littérature, donc que ce soit la littérature économique ou de santé publique, il y a beaucoup de littérature empirique qui montre des effets moyens de l'exposition à la pollution de l'air sur la santé des enfants. Pourtant, il n'y a pas juste les effets moyens qui sont importants, parce qu'en fait, toutes les personnes et tous les enfants ne sont pas affectés tous de la même façon, notamment parce que ils ne sont pas tous exposés de la même façon aux polluants atmosphériques, mais aussi parce qu'ils peuvent avoir des vulnérabilités qui sont pas les mêmes. Donc, il y a des enfants qui vont être plus exposés dès leur naissance, qui peut créer des inégalités plus tard le long de la vie. Et il peut y avoir des facteurs de vulnérabilité qui sont aussi différents à la naissance, ce qui fait que pour un même niveau d'exposition, ils peuvent réagir différemment. Et donc, dans ce papier, on s'intéresse vraiment à cette hétérogénéité. On veut essayer, finalement, de comprendre quels sont les impacts hétérogènes de l'exposition à la pollution de l'air chez les enfants en bas âge. Et on mesure ça en utilisant l'utilisation des soins de santé. Donc, on va s'intéresser à deux variables que je vais présenter. Et cette hétérogénéité-là, on va essayer de la capturer avec des mesures plus économiques, donc typiquement le revenu des parents, et des facteurs de vulnérabilité de santé qu'on va mesurer essentiellement du séjour de naissance de l'enfant. Alors, euh, tout d'abord, j'aimerais vous donner un petit peu de background sur la pollution et l'exposition à la pollution en France. Donc ici, nous, on va se concentrer sur la France. Donc à gauche, ici, vous avez une carte qui vous donne la moyenne des mesures d'exposition au PM2.5 sur une année en 2010 en microgrammes par mètre cube. Et donc vous voyez qu'en fait, en fonction des régions, en fonction des endroits en France, tout le monde n'est pas exposé de la même façon. Et cette exposition est en partie corrélée avec la densité urbaine que vous voyez sur la carte à droite, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres facteurs qui expliquent les différences de pollution entre les régions. Si on regarde des zones urbaines particulièrement denses, donc par exemple Paris, on se rend compte que justement les zones urbaines ont tendance à être plus polluées que les zones rurales. Donc ici, vous avez Paris intramuros, vous voyez que la moyenne de pollution tend à être plus élevée que dans des zones un peu plus rurales autour de Paris. Pour ce qui est de l'exposition à la pollution, en fait, donc il n'y a pas seulement la question des différences d'exposition ici qui vont nous intéresser, mais aussi les différences de consommation de soins de santé. Typiquement, ce qu'on remarque quand on regarde les distributions d'exposition à travers des cohortes d'enfants nés le même trimestre d'une même année,
c'est qu'en fait, il y a une relation en U en termes de mesures d'exposition et de groupes ou déciles de revenus parental. Donc ici, vous voyez les groupes de revenus parentaux. Ici, c'est ajusté avec les retours d'impôts, etc., et les bénéfices sociaux. Et ici, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui appartiennent au groupe de revenus les plus pauvres et les enfants qui appartiennent au groupe de revenus les plus élevés sont typiquement ceux qui sont le plus exposés. Ici, on a deux mesures d'exposition, une mesure qui vient de données satellitaires, c'est ACAG, et une mesure qui vient des données d'INERIS en France, qui utilise les inventaires d'émissions et les stations au sol en noir. Et vous voyez que les mesures sont pas exactement les mêmes, mais elles nous donnent le même portrait d'exposition à travers une cohorte d'enfants donnés. À droite, on a une mesure de consommation de soins de santé liés à des problèmes respiratoires chez l'enfant en fonction du revenu parental. Et donc, vous voyez, ici, on va se concentrer sur deux mesures. La première mesure, c'est les admissions aux urgences pour les enfants en bas âge qui ont un lien. Nous, on va s'intéresser plus tard à la bronchiolite, mais pour les données descriptives, on avait mis plusieurs variables. Donc ici, c'est pour l'asthme. Donc l'asthme et la bronchiolite, c'est des choses qui sont un peu différentes, mais l'asthme est typiquement défini comme des épisodes répétés de bronchiolite ou de détresse respiratoire. Donc nous, on va s'intéresser à la bronchiolite pour éviter d'avoir seulement les enfants qui ont des épisodes répétés. Et vous voyez ici que le risque de base pour des séjours aux urgences, pour des problèmes liés à l'asthme, en fait, décroît avec le revenu des parents. Au contraire, si on regarde la consommation de médicaments liés à l'asthme, on a la relation inverse. On observe qu'en fait, souvent, enfin, que la consommation de médicaments contre l'asthme augmente avec le revenu des parents. Donc ça suggère que typiquement, il y aurait peut-être une sous-consommation de médicaments contre l'asthme dans le bas de la distribution des revenus. Alors en France, pour vous donner un petit peu d'informations par rapport à ça, en 2017, les médicaments qui permettent de lutter contre des maladies respiratoires obstructives ont coûté 1 milliard d'euros à l'assurance santé. Et c'était un remboursement qui était de l'ordre, enfin, qui était pour environ 9 millions de bénéficiaires, dont 27% avaient moins de 20 ans. Si on regarde uniquement les enfants en bas âge, ou 2 ans, on va dire, la moitié d'entre eux ont eu au moins une prescription pour des médicaments liés à des maladies respiratoires, ce qui est quand même gigantesque. Et on remarque aussi qu'un tiers des admissions aux urgences pour des enfants de moins de 3 ans est lié à des problèmes respiratoires, parmi lesquels 65% étaient liés soit à de la bronchiolite, soit à de l'asthme. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'asthme, on peut considérer comme des épisodes de bronchiolite répétés d'un point de vue clinique. Alors, la grosse question qu'on se pose dans ce papier, c'est qui sont les enfants affectés par la pollution de l'air, en France du moins. Pour répondre à cette question, on a un échantillon de un peu moins de 350 000 enfants qui sont nés en France de 2008 à 2017. Et on va s'intéresser à leurs caractéristiques et aux caractéristiques des enfants qui souffrent le plus de l'exposition à la pollution de l'air. Donc notre stratégie empirique, elle est, je pense, assez nouvelle. On propose en fait de construire un traitement binaire quasi expérimental qui va assigner de façon quasi aléatoire un choc de pollution de l'air à certains enfants et d'autres vont être considérés comme un groupe de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas exposés à de la pollution de l'air, ça va vouloir dire qu'ils sont exposés à moins de pollution de l'air que les enfants dans notre groupe de traitement. Ce choc, il va nous permettre d'estimer des effets de traitement moyens pour les deux variables de mesures de santé qu'on a, donc les séjours aux urgences et la consommation de médicaments anti-asthme. Mais la grosse question pour nous, c'est surtout de comprendre l'hétérogénéité de ces effets de traitement
puisque sinon, c'est comme un papier de plus dans la tonne de papier sur cette question des effets de traitement moyens. Et en fait, on va s'intéresser à l'hétérogénéité en utilisant une approche qui s'appelle Generic Machine Learning Inference, prend une approche assez agnostique sur la construction des groupes de traitement. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le papier est lié à plusieurs littératures. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais essentiellement, les deux articles les plus liés à ce qu'on fait sont le papier de Tchernozoukov et co-auteurs, donc qui est forthcoming dans Econometrica, qui est en fait la méthodologie qu'on utilise essentiellement, et le papier de Deriugina et co-auteurs, qui est dans l'American Economic Review, qui en fait utilise une approche un peu similaire à ce qu'on fait, mais qui s'intéresse à la mortalité aux États-Unis et qui montre en fait que la plupart des, euh, des gens qui meurent à cause de l'exposition à la pollution de l'air sont des gens en mauvaise santé et âgés. Donc, pour ce qui est de nos données, on a combiné un certain nombre de bases de données au niveau des municipalités en France. On se base sur la géographie administrative de 2017 pour ce qui est des communes et des arrondissements, donc on en a quand même un certain nombre. Et on va avoir des informations détaillées pour un certain nombre d'enfants. Et pour ces enfants, et ces données, elles viennent de ce qu'on appelle l'EDP Santé, dont je vais vous parler dans un instant. J'imagine que vous ne connaissez pas. Dans l'EDP Santé, on a beaucoup d'informations, notamment les informations fiscales des parents, mais aussi toute la consommation de soins de santé des enfants. Ensuite, on a des données de pollution. Donc pour ça, on a des données mensuelles en fait de l'exposition à la pollution qui viennent de l'Université de Saint-Louis, qui sont des données satellitaires de l'exposition au PM2.5. Et ensuite, on a les données de l'INERIS qu'on utilise aussi pour confirmer nos résultats. Finalement, on a ces données météo qui viennent du Copernicus Data Store, qui sont des données de réanalyse au niveau européen assez fines. Donc, pour ce qui est des données individuelles, on utilise donc l'EDP Santé. L'EDP Santé, en fait, c'est des données assez nouvelles qui ont été mises en place par le ministère de la Santé, l'adresse en particulier, dont Milena faisait partie à l'époque. Et donc, ce papier, c'est un peu une vitrine aussi pour faire la publicité de ces données. Donc, c'est pas des données qui sont faciles à utiliser parce elles sont disponibles seulement de façon sécurisée, mais elles sont particulièrement intéressantes. Donc en fait, tout part de l'échantillon démographique permanent, qui est un échantillon représentatif de la population française, qui contient en fait 4% de tous les gens en France. Alors comment c'est fait en fait? C'est on va garder, on va prendre toutes les personnes qui sont nées les 3 premiers jours, peut-être je dis une bêtise, peut-être c'est les 4 premiers jours, de chaque trimestre de l'année. Donc, à part pour janvier, on va prendre les gens nés le 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, mais sinon, ça va être le 1er avril, 2e avril, 2 avril, 3 avril, 4 avril, voilà. Et, euh, et on va prendre tous les gens qui sont nés dans ces dates-là, et pour eux, on va matcher toutes les données administratives qu'on a à disposition, donc toutes les données de santé, toutes les données fiscales, etc. Et donc, pour un enfant, par exemple, on va avoir l'information liée à la fiscalité de ses parents. Okay? Les consommations de soins de santé de l'enfant et possiblement des informations supplémentaires sur ses parents. Donc, on a toutes les informations de l'assurance maladie. Ensuite, on a des informations concernant le séjour de naissance de l'enfant, notamment s'il y a eu des différents examens médicaux qui ont été faits. Par exemple, une radiographie du poumon, on le verra dans les données. Donc ça va couvrir 336 000 enfants entre 2008 et 2017. On peut pas aller à plus parce qu'il n'y a pas plus d'enfants sur cette période qui sont dans notre fichier EDP. Pour ces enfants, euh, on observe que 26% d'entre eux ont reçu un médicament contre l'asthme durant leur première année de naissance.
Et donc, ce qui est quand même assez important. Et finalement, pour ce qui est des données de revenus des parents, ce qu'on utilise, en fait, c'est le revenu disponible ajusté. Ça veut dire qu'on prend aussi en compte les transferts sociaux et non pas juste le revenu ajusté des taxes. Alors, pour ce qui est de la pollution de l'air, on a deux sources principales, donc l'INERIS et la CAG. Ici, bon, je vous en ai déjà parlé. Ce qu'on observe concrètement ici, c'est qu'il y a des différences assez importantes quand on utilise ces deux sources de données. On observe de façon générale les mêmes tendances, c'est-à-dire une réduction de l'exposition moyenne dans notre échantillon à travers le temps, mais les niveaux ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que les méthodologies pour estimer l'exposition sont différentes et ça fait des grosses différences. Et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder juste les données de ACAG en fonction des versions des données. Si vous utilisez la version 4, la version 5, la version 6, sachant que pour chaque version, il y a des sous-versions, vous aurez jamais les mêmes valeurs, ok, pour les mêmes points du grid. Donc en fait, il y a énormément d'incertitudes. Si vous regardez les incertitudes qui sont estimées, il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Donc, ça donne une fausse impression de précision et c'est un point important dans notre papier dont je vais reparler. Pour ce qui est des données météo, on a des données qui sont très désagrégées avec 65 niveaux d'altitude pour les différentes variables météo. On a des mesures qui sont horaires sur un grid qui fait à peu près 11 km². Donc, c'est quand même très petit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a matché les municipalités avec les points du grid les plus proches et on récupère toute une collection de variables météo. Donc, en fait, on récupère la distribution des températures en construisant des bins. On fait la même chose pour la précipitation, pour les vitesses de vent. On utilise l'échelle de Beaufort. On a l'humidité, les pressions atmosphériques, etc. Donc, on a vraiment une collection de variables météo assez exhaustive. Donc, concernant notre stratégie empirique, en fait, le problème principal qui se pose ici, c'est qu'il y a un problème d'endogénéité qui peut venir de plusieurs sources. Donc, la source principale, ou je dirais la plus évidente pour les économistes, ça serait de dire qu'en fait, la pollution ou l'exposition à la pollution de l'air est corrélée avec d'autres facteurs chez l'individu qui sont les conditions de travail ou les habitudes qu'ont les individus. Par exemple, quel type de transport ils utilisent, est-ce qu'ils font du sport, est-ce qu'ils sont fumeurs, etc. Ces choses-là, ça a un effet direct sur la santé de leurs enfants, ou indirect sur la santé de leurs enfants, dépendamment de s'ils sont fumeurs ou pas. Et ça, on peut pas l'observer. Donc, il y a un problème de variable omise qui peut être assez important quand on mesure l'impact de la pollution de l'air sur la santé des individus. La deuxième raison, c'est une raison qui est moins problématique dans notre cas parce qu'on peut contrôler pour des effets fixes régionaux, etc. C'est le fait qu'il y a du residential sorting. Donc, les gens vont se localiser dans des régions euh, pour des raisons qui peuvent être aussi corrélées avec l'exposition de la pollution dans leur région d'origine ou dans leur région d'arrivée. Donc ça peut poser des problèmes, mais disons que c'est des dynamiques qui sont peut-être moins difficiles à corriger avec des effets fixes ou d'autres méthodes un peu plus standards. Et finalement, et je pense moi que c'est le problème principal ici, c'est qu'on a un gros problème d'endogénéité qui est lié aux erreurs de mesure qu'on fait quand on mesure la pollution. On pense qu'on est très précis en ayant des expositions à la pollution qui sont mesurées avec nos données satellitaires ou avec les données de l'INERIS. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas derrière chaque individu à mesurer en permanence l'exposition à la pollution. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi il est exposé. Et en plus, même si on fait ça, on a tendance à faire énormément d'erreurs parce que les mesures qu'on a varient en fonction des différents types de méthodes. Il faut utiliser différents types de modèles pour retrouver des mesures un peu plus détaillées. Donc voilà. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on a comme mesure et c'est potentiellement un problème parce que ça crée des biais d'endogénéité.
Alors, notre approche ici, elle va consister à construire un choc quasi expérimental binaire. Et en fait, on va avoir comme deux façons de le faire. On va comparer pour avoir comme une approche qui est plus robuste ou du moins un peu plus convaincante pour éviter qu'on nous dise ah ben c'est juste dû spécifiquement à cette approche que vous avez choisie. Donc ici, on va prendre deux méthodes. Une méthode qui a déjà été utilisée assez largement dans la littérature, mais qui est parfois critiquée, euh, qui est basée sur les inversions thermiques. Donc une inversion thermique, je vais détailler un peu plus ce que c'est, mais en fait, c'est une situation où on a une couche d'air chaud dans l'air qui va bloquer en fait l'air plus frais au niveau du sol, ce qui va faire que mécaniquement, la concentration de polluants ambiants va augmenter. Donc ça peut être les PM2.5, mais ça peut être en fait tous les polluants qui vont rester bloqués au niveau du sol. La deuxième approche, et cette approche, on va la faire de façon totalement séparée, c'est celle qui est proposée dans le papier de Derry-Oudinha, donc c'est leur contribution principale. En fait, ils disent on peut utiliser les directions de vent comme un instrument de la pollution locale. Donc, les directions de vent, ça peut affecter la pollution de deux façons. Soit j'ai une pollution de vent, enfin j'ai une direction de vent qui a tendance à amener de la pollution de l'extérieur, donc par exemple de la pollution qui viendrait de l'Allemagne, qui polluerait le nord-est de la France. Euh, Soit j'ai pas de pollution, par exemple, parce que dans cette direction de vent, typiquement, il n'y a pas beaucoup de vent, et ça fait que il y a plus de pollution locale finalement qui va rester, qui va moins partir à cause de la direction, à cause de la vitesse du vent. Donc il y a deux effets ici potentiels. L'inversion thermique qui a vraiment un effet spécifique sur les polluants locaux et les directions de vent qui peut aussi être un autre mécanisme vraiment qui amène de la pollution d'une autre région. Donc ici, ces deux mécanismes font que, a priori, ça nous permet de comparer nos résultats parce que ça agit de façon finalement assez différente et assez complémentaire à mon avis. Donc ici, la façon de construire notre traitement binaire, ça va être de en fait construire des groupes d'enfants en mesurant une moyenne locale historique du nombre de jours d'inversion thermique durant la première année d'un enfant, ou le niveau ou le nombre de jours de vent polluant durant la première année de l'enfant. Et on va dire que le groupe traité, c'est ceux qui sont plus exposés que les autres, ils vont être exposés à un nombre d'inversions thermiques plus élevé que les autres. Et on va choisir un seuil. Typiquement, on va dire que c'est à peu près une semaine d'inversion thermique en plus dans l'année. Okay, pour vous donner une idée. Et ça, on va pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire en termes d'exposition à la pollution, etc. Donc, notre hypothèse d'identification ici, c'est que le changement ou un changement du nombre de jours d'inversion thermique ou de direction de vent polluant euh, n'est pas lié à la consommation de soins de santé d'un enfant, à part à travers l'influence que ça a sur la pollution de l'air, après avoir contrôlé pour des effets fixes et des variables météo. Donc si on ne contrôle pas pour des variables météo, bah, il y a un problème, parce que typiquement, par exemple, quand il fait plus chaud, la pollution peut être plus élevée, ou quand il fait plus froid, dépendamment des régions. Donc il faut contrôler aussi pour des variables météo autres que ces chocs-là. Donc je vous parlais des inversions thermiques. À quoi ça ressemble? Donc je sais que certains d'entre vous connaissent déjà, mais juste pour que tout le monde soit au même niveau. Quand il n'y a pas d'inversion thermique, typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on a de l'air qui est plus chaud au niveau du sol, et plus on s'en va en altitude, plus l'air se refroidit. Ça fait que les polluants, en fait, peuvent se mélanger et se déplacer avec l'air qui est plus en altitude. Quand il y a une inversion thermique, en fait, ça veut dire que l'air est plus froid au niveau du sol que, euh, que par rapport à une certaine couche un peu plus haut en altitude. Et cette couche d'air chaud en altitude, elle va bloquer les polluants au niveau du sol, ce qui fait que la concentration va augmenter mécaniquement. Donc ça, nous, on va pouvoir l'identifier à partir de nos données météo et voir justement les jours d'inversion thermique, est-ce que ça a un impact ou pas. Pour vous donner une représentation visuelle de ça,
ici, vous avez l'exemple typique en France à Grenoble. Donc ici, vous avez Grenoble et en haut, vous avez Chamrousse, qui est la station de ski en haut de Grenoble. Donc à Grenoble, on voit un ciel qui n'est pas très dégagé. Et depuis Chamrousse, on voit Grenoble en bas, mais en fait, on voit surtout la couche d'inversion thermique en bas, là. On voit que le ciel est très dégagé en haut, et cette couche-là, en fait, ça fait augmenter les polluants au sol au niveau de Grenoble. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut observer, et qui a un effet important. Donc on sait qu'à Grenoble, justement, la ville est assez polluée à cause de ça. Et le lien ici, c'est surtout à cause du terrain montagneux, hein, qui fait que ça bloque, ça crée finalement des phénomènes d'inversion thermique beaucoup plus fréquents. Pour ce qui est de la probabilité d'avoir des inversions thermiques en fonction des régions en France, ici vous voyez que ici on a la proportion du nombre de jours dans l'année sur une longue période, du nombre d'inversions, d'avoir une journée avec une inversion thermique. Donc, vous voyez qu'en fonction des régions, ça fluctue beaucoup. Donc, en jaune, on a plus souvent des inversions thermiques qu'en bleu foncé. Et donc, typiquement, à Grenoble, on a plus d'inversions thermiques. Donc, il y a plus de montagnes. Et près des Pyrénées, on a aussi un peu plus d'inversions thermiques. Vous voyez qu'à Paris, par exemple, on n'a pas beaucoup d'inversions thermiques. Pourtant, c'est plus pollué. Ok, donc, c'est pas, il n'y a pas une corrélation évidente entre exposition moyenne et probabilité d'avoir une inversion thermique. Ok. Donc la façon dont on le mesure ici, cette inversion thermique, c'est qu'on va juste comparer la température à 500 mètres en altitude à la température à 15 mètres en altitude. Et si le gradient est positif, en fait, on va dire qu'on a une inversion thermique. Donc là, en ce moment, moi, je travaille sur une approche pour avoir quelque chose d'un peu plus flexible pour dire, en fait, parce qu'une inversion thermique, ça peut avoir beaucoup de formes différentes, pour essayer d'identifier quelles sont les inversions thermiques finalement qui ont vraiment un impact sur la pollution et donc sur la santé. Donc, pour construire nos groupes binaires ici, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le groupe de traités, il va être défini comme le groupe d'enfants qui est exposé à un nombre de jours d'inversion thermique durant sa première année de vie, qui excède une moyenne locale de long terme qui serait calculée. Et donc ici, ce qu'on va dire, c'est que si le nombre d'inversions thermiques auxquelles l'enfant est exposé, NI, excède la moyenne locale de long terme, NI bar, par plus de 7 jours, à ce moment-là, on va dire que cet enfant, il est considéré comme traité. Pour estimer la moyenne de long terme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un modèle à effet fixe assez simple avec des effets fixes municipaux et des effets fixes annuels. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit 7? Parce que ça paraît clair, à peu près une semaine. On a essayé différents seuils, évidemment, ça change pas grand-chose. Si on les sépare juste en disant le nombre de jours moyens dans l'année, par exemple, excède de au moins 0 jour, on va dire, à la moyenne locale de long terme, en fait, c'est un problème potentiel parce que ce que ça veut dire, c'est que notre groupe de traités peut peut-être avoir des enfants qui sont exposés, oui, à plus d'inversion thermique, mais peut-être que c'est pas beaucoup. Ok, donc on se dit qu'il faut quand même qu'il y ait un effet suffisamment grand. Donc on avait considéré plusieurs façons de construire ces instruments-là. La première, c'était juste de considérer un groupe d'enfants qui serait euh, exposé à un seuil du nombre de jours d'inversion thermique qui dépend pas de la moyenne locale de long terme. Et donc si on fait ça, on a un traitement qui est pas du tout uniforme à travers le pays, donc avec des régions qui sont toutes traitées et d'autres régions qui sont jamais traitées. Alors que si on utilise notre approche, on a un traitement qui est beaucoup plus uniforme et ça permet d'éviter finalement d'avoir autant de clusters géographiques. Pour ce qui est de la comparabilité des groupes de traitement et de contrôle, ici, en utilisant cette définition, ce qu'on observe déjà, c'est que la différence conditionnelle du nombre de jours d'inversion thermique dans la première année de vie d'un enfant, c'est à peu près 11 jours. Ok, donc là, ça, c'est la différence entre le groupe de contrôle et le groupe de traitement. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir comme convertir en une moyenne d'exposition
supplémentaires sur 11 jours. Sinon, les différences entre les groupes ne sont pas statistiquement significatives. La différence principale qu'on a observée, en fait, c'est que pour le groupe, pour l'inversion thermique, on a plus d'enfants qui sont nés après 2012 ici que d'enfants qui sont nés avant 2012 dans le groupe de traitement. Mais dans le groupe de contrôle, c'est pas nécessairement le cas. On va voir qu'avec l'autre instrument, c'est l'inverse qu'on a. Donc l'autre instrument ici se base sur une approche à la Deriugina, sauf qu'on l'adapte à notre contexte, où ici on a des expositions, on regarde l'exposition des enfants durant leur première année de vie. Donc ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on régresse l'exposition en PM2.5 des enfants au niveau municipalité, puis à chaque période, sur les directions de vent et des contrôles supplémentaires, avec des contrôles municipaux et annuels. Et, et donc ici, on a des bins de direction de vent, donc on a 8 bins, donc par exemple nord-ouest. Et donc pour chaque direction de vent, on va pouvoir associer un coefficient. Et ce coefficient, il va nous dire si cette direction de vent, elle est plus ou moins considérée comme polluante. Ensuite, on va utiliser ces coefficients pour construire un score d'exposition à des directions de vent polluantes. Donc, imaginons ici qu'on ait juste le nord-ouest qui est considéré comme polluant, puis que tous les autres bêta, ils sont égaux à zéro. Et ici, notre score, ça va juste être finalement une mesure du nombre de jours de vent qui viennent du nord-ouest. Mais c'est possible que le nord-ouest soit très polluant, mais l'ouest soit aussi un peu polluant. Et nous, on voudrait aussi capturer ça. Et donc ici, les bêtas vont mettre des poids finalement sur le nombre de jours de direction de vent qui viennent, euh, enfin, qui ont un certain des niveaux différents potentiellement d'effets sur les polluants atmosphériques. Ok? Donc on va construire ces scores-là et on va les utiliser pour construire une mesure d'exposition binaire à des chocs de pollution qui seraient associés aux directions de vent. Et donc euh, on regarde en fait si le score d'exposition de l'enfant durant sa première année de vie excède la médiane régionale. Donc ici on prend la région, les régions comme elles sont définies en France, de plus qu'un certain seuil. Donc on a testé plusieurs choses, mais ce qu'on voulait c'était que ça excède un peu plus que la médiane. Donc on a pris une déviation standard du score fois 0,1. Donc ça c'est pareil. C'est une analyse de sensitivité où on peut changer ça un petit peu, mais ça va nous donner des résultats qui sont similaires. Donc pour ce qui est de la comparabilité, on a à peu près la même chose que tout à l'heure qu'avec les inversions thermiques. La différence, c'est que on a plus d'enfants cette fois qui sont nés avant 2012 que d'enfants qui sont nés après 2012. Mais sinon, par exemple, on a plus ou moins les mêmes points de naissance, la même probabilité euh, enfin le temps de gestation est plus ou moins le même. La probabilité d'avoir une naissance en bonne santé est la même, etc. Donc, ce qu'on trouve ici, c'est que notre définition de traitement, elle nous permet d'avoir des niveaux de comparabilité élevés entre les groupes de contrôle et les groupes de traitement, à la fois de façon spatiale et à la fois à travers les caractéristiques sociodémographiques et de vulnérabilité des enfants. On observe, on vérifie aussi s'il y a des tendances temporelles et on observe qu'il n'y en a pas. Euh, donc, on a tendance à conclure que cette approche de regarder des déviations par rapport à une moyenne locale historique fonctionne bien pour construire un choc quasi expérimental pour assigner à des chocs de pollution. Donc maintenant, je vais vous parler de c'est quoi l'impact de ces chocs binaires sur la pollution de l'air. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est comme un first stage, finalement. On va juste régresser la moyenne d'exposition pour chaque enfant durant sa première année de vie sur notre variable binaire d'exposition au choc. Donc, que ce soit le nombre d'inversions thermiques ou le nombre de journées avec des vents polluants, avec d'autres contrôles. Et ce qu'on trouve, c'est que les effets sont assez hétérogènes, mais nous donnent la même direction. Donc ici, si je contrôle pour les caractéristiques des enfants, par exemple, et que j'utilise le choc basé sur les inversions thermiques, j'ai un effet qui est statistiquement significatif.
et qui me dit que la pollution de l'air augmente de 0,08 microgrammes par mètre cube d'air suite à ce choc. Ok, donc ça, c'est un effet moyen sur la première année. Le choc pour les directions de vent est plus grand ici dans nos données. Quand j'utilise les PM2.5 mesurés avec la source de données satellitaire, ACAG, mais si j'utilise la source de données Ineris, ben, les différences sont pas si grandes. Ok, pourtant j'ai quand même j'ai les mêmes conclusions, ce qui me fait penser qu'il y a vraiment un problème d'erreur de mesure typiquement avec ces données-là. Donc c'est intéressant de pouvoir comparer nos résultats à travers différentes sources de données. Donc ici, nos chocs ont bien un effet sur la pollution de l'air. Ce qu'on trouve, c'est que ce choc ici, il est en gros, dépendamment de quel instrument on va utiliser, puis quelle source de données on va utiliser, il est de l'ordre de 0,10 à 0,15 microgrammes par mètre cube d'air, ce qui est à peu près équivalent à 1% de l'exposition annuelle moyenne d'un enfant dans nos données. Et ça, on sait que notre choc, c'est un choc de pollution de l'air qui a lieu sur à peu près une dizaine de jours. Ok. Et donc, ce qu'on peut regarder, en fait, c'est dire, bah, si j'ai une exposition qui a augmenté juste sur 10 jours et que cette exposition a un effet moyen de 0,10 à 0,15 microgrammes par mètre cube d'air, en fait, c'est équivalent à une augmentation de la pollution journalière pendant ces 10 jours qui est d'à peu près 37%. Donc, ça veut dire qu'en fait, le choc qu'on est en train de regarder, c'est pas un choc en moyenne toute l'année, la pollution a augmenté, c'est pendant 10 jours, la pollution a augmenté dans moyenne 37% pour le groupe de traitement, okay, quand on va les comparer. Donc, je pense que c'est un choc qui est assez important pour détecter des effets de santé. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer des effets de traitement moyens maintenant? Donc, il y a plusieurs façons. La première chose qu'on pourrait faire, c'est des two-stage least squares, sauf que on a quand même cette question d'erreur de mesure potentielle dans nos PM2.5. Donc, on peut juste les instrumenter, mais on peut aussi se dire que le choc qu'on a construit, euh, en fait, va affecter tout un cocktail de polluants atmosphériques. C'est pas juste les PM2.5. Ça peut être les PM10, mais ça peut être l'ozone, ça peut être le NOx, ça peut être d'autres choses. Et donc, en fait, quand on fait une régression de two-stage least squares un outcome de santé Y sur le choc exogène de pollution qu'on a construit, on évite finalement le risque de surinterpréter le résultat comme un résultat purement causal de l'effet de l'exposition au PM2.5 sur la santé. En fait, c'est pas juste un effet des PM2.5, mais c'est un effet d'un cocktail de polluants atmosphériques. Et donc, nous, on a tendance à vouloir éviter ça. Donc, ce qu'on dit, c'est il y a un effet sur les cocktails de polluants. Donc, en fait, on va directement se concentrer sur ce qu'on appelle le reduced form IV, donc le intention to treat. C'est quoi l'effet finalement de cette exposition supplémentaire d'une dizaine de jours qui est associée à une augmentation du nombre de jours avec inversion thermique durant la première année de vie, par exemple? Ça va être notre choc et on va l'interpréter de cette façon-là. On va dire 10 jours de plus avec une exposition moyenne un peu plus importante à un cocktail de polluants. Bien sûr, on peut avoir une mesure pour les PM2.5, mais je pense que c'est important de faire la différence en termes d'interprétation si on veut être précis. Donc ça va être notre régression. On a des effets fixes, des variables météo, des variables de contrôle caractéristiques des enfants. Ce qu'on trouve, c'est que les effets sur les urgences pour bronchiolite sont significatifs et relativement importants, en moyenne pour tous les enfants dans notre échantillon. Donc on a des effets qui sont significatifs par rapport au risque baseline de tous les enfants. Et pour ce qui est des consommations de médicaments anti-asthme, finalement, les effets moyens sont beaucoup plus faibles et difficiles à identifier. Ici, en termes d'effets de moyens, on trouve qu'on a une augmentation du risque baseline entre 8 et 16% de ce risque suite à notre choc, ce qui est relativement important ici. Et pour ce qui est des médicaments contre l'asthme, on n'a pas vraiment d'effet très important. Et ça, c'est lié au fait qu'on on prend pas en compte l'hétérogénéité.
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, mais en fait, tous les enfants ne sont pas affectés, donc peut-être j'ai un effet de moyen qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet sur tous les enfants. Donc pour comprendre ça, pour essayer de faire la part des choses et identifier qui sont les enfants affectés, on va utiliser cette approche de Tchernozoukov et co-auteurs. Donc l'idée, ça serait de pouvoir estimer des effets de traitement moyens ici, et conditionnels aux caractéristiques des enfants. Donc ici, les caractéristiques, ça serait Z. À la place d'avoir un effet de traitement moyen où on enlève Z, là, donc c'est donné ici, c'est juste la moyenne des potential outcomes. Je vais avoir la moyenne des potential outcomes, mais conditionnée sur les caractéristiques des enfants. Et donc les enfants, par exemple, plus vulnérables, quel est leur effet de traitement moyen? Ou les enfants qui viennent de familles plus aisées, quel est leur effet de traitement moyen? Répondre à cette question ou estimer un conditional average treatment effect, en fait, c'est assez difficile et ça peut être, il peut y avoir plusieurs problèmes, notamment qu'on va choisir une spécification ou que si on veut être très flexible, on va avoir des problèmes en fait pour avoir la convergence de notre estimateur du Kate. Donc l'approche de Tchernozoukov, en fait, elle consiste à essentiellement avoir deux étapes. La première étape, ça va être de chercher à estimer ce Kate et ensuite de l'utiliser pour construire des groupes d'impact. Donc il y a trois questions auxquelles on peut répondre avec cette méthode. La première, c'est est-ce qu'il y a de l'hétérogénéité? Donc à la place de regarder juste l'effet de traitement moyen, est-ce qu'il y a vraiment des effets hétérogènes entre des groupes d'enfants ou pas? Donc ça, on peut répondre à cette question. Ensuite, est-ce qu'on peut construire des groupes d'impact et est-ce que les effets varient entre les groupes d'impact? Et finalement, en fonction des groupes d'impact qu'on a construits, quelles sont les caractéristiques des individus qui font partie de chaque groupe d'impact. Donc nous, on va faire ces trois étapes-là pour identifier qui sont les enfants affectés. Alors l'algorithme, comment ça marche? Ici, c'est en fait, on va faire ce qu'on appelle du cross-fitting. Donc l'approche est relativement simple une fois qu'on vous l'a expliqué. Ça consiste à splitter les données de façon aléatoire plusieurs fois en deux échantillons. Un groupe sur lequel on va estimer les Kate en utilisant du machine learning. Donc ici, on utilise ce qu'on appelle un T-learner, dont on pourra parler si vous voulez. Euh, et ensuite, après avoir estimé les Kate sur la moitié de l'échantillon qu'on a sélectionné au début, on va utiliser ces Kate-là pour construire des groupes d'impact. Donc on va regarder typiquement la distribution des Kate, donc qui sont les enfants les plus affectés selon mon algorithme de machine learning. Et je vais faire un groupe des 10% les plus affectés, les 50% les moins affectés, etc. Et je vais estimer c'est quoi leur effet de traitement moyen par groupe en utilisant la deuxième partie de l'échantillon. Une fois que j'ai fait ça une centaine de fois, je vais avoir finalement des intervalles de confiance pour mes effets de traitement moyen par groupe. OK? Et je vais pouvoir les combiner en utilisant une approche qu'on appelle quantile aggregation of inference, donc qui consiste en fait à prendre en gros une médiane des bornes de mes intervalles de confiance. Et ça va me permettre en fait de faire ce qu'on appelle une inférence honnête pour mes groupes d'impact ici, et qui ne dépend pas de l'algorithme de machine learning que j'ai choisi et ne requiert pas de faire des hypothèses héroïques sur la distribution du terme d'erreur ou l'absence de variables confondantes, etc. Ok, donc c'est quand même une approche qui a des avantages importants puisqu'elle ne nécessite que des hypothèses relativement faibles et standards en fait qu'on fait en économique. Alors ici, bon, il y a quelques détails de mise en place pour estimer ce modèle, mais typiquement ici on compare différents algorithmes comme un lasso, une forêt aléatoire. On remplace les effets fixes par des scores de propension pour éviter d'avoir beaucoup trop de variables à gérer dans nos algorithmes. Et le choix qu'on a fait, c'est de construire quatre groupes d'impact, les 50% les moins affectés, ceux qui sont entre le 50e et le 75e centile, le 75e et le 90e centile, et le 10% d'enfants les plus affectés.
Alors, les variables qu'on a pour essayer de mesurer, pour prendre en considération dans nos CAPE ici, c'est des variables sociodémographiques, des variables de santé de l'enfant à la naissance et des caractéristiques locales euh, qui seraient comme avant la naissance de l'enfant. Donc, par exemple, l'exposition moyenne dans la région l'année avant la naissance de l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a de l'hétérogénéité? La réponse est oui. Premièrement, les résultats qu'on obtient sont les mêmes ou très proches, indépendamment qu'on utilise le choc basé sur les inversions ou sur les directions de vent. Ce qu'on trouve, c'est que le coefficient associé à l'hétérogénéité ici est significativement différent de zéro dans les deux cas, ce qui montre qu'en fait, si on trouve un effet de traitement moyen, c'est correct, mais en fait, il y a beaucoup d'hétérogénéité ici qui est cachée par le fait qu'on se concentre uniquement sur l'effet de traitement moyen. Et donc, il faudrait le considérer. Ça, c'est vrai aussi pour les médicaments contre l'asthme. Maintenant, puisqu'il y a de l'hétérogénéité, est-ce qu'on peut construire des groupes d'impact? Donc, nous, on utilise la décomposition dont je vous ai parlé. Ici, ce qu'on trouve, c'est que pour les urgences liées à la bronchiolite, on a que l'effet est autour de zéro pour les trois premiers groupes d'impact. Ça veut dire pour ceux qui sont les 50% les moins affectés, les 75-50, les 50-75, pardon, et les 75-90 n'ont pas un effet significatif, mais l'effet est beaucoup plus grand pour les 10% les plus affectés. Et donc, l'effet moyen que j'ai estimé au départ, que je vous ai montré, ben, en fait, il est là, ok? Et c'est la moyenne de tous ces enfants-là, mais 90% d'entre eux ne sont pas affectés par mon choc de pollution. Donc, en fait, l'essentiel de l'effet de traitement moyen, il est complètement conduit par ces 10% d'enfants les plus affectés. Et les résultats sont assez similaires pour les médicaments, où ici, on trouve qu'il y a un effet pour le groupe d'impact qui sont les plus affectés. Finalement, une fois qu'on a ces groupes d'impact et qu'on peut dire, ah ben, j'ai identifié qui sont les enfants qui sont vraiment affectés par ces chocs de pollution, on peut regarder leurs caractéristiques et est-ce qu'ils sont différents des autres. Alors, on propose trois types de mesures. La première, c'est la vulnérabilité à la naissance. Donc, typiquement, pour le poids de naissance des enfants les plus affectés, il est en moyenne 200 grammes plus faible que les enfants, les 50% les moins affectés. Et toutes ces variables de vulnérabilité vont dans la même direction. Ils ont eu plus probablement une radiographie du poumon à la naissance, ils sont plus souvent prématurés, etc. Ensuite, on regarde des variables en bleu ici, qui sont des variables de revenus, et on observe que c'est typiquement en moyenne des enfants qui viennent de groupes plus défavorisés. Donc, vous voyez, le centile de revenus des parents est plus petit que pour le groupe le moins affecté. Mais c'est des enfants qui viennent à la fois du groupe de revenus les plus faibles, mais aussi plus souvent du groupe de revenus le plus important. Parce qu'on a cette relation en U, et en fait, typiquement, il y a des raisons de penser que, comme les gens qui sont souvent les plus aisés ont aussi des enfants plus tard, par exemple, ou vivent dans des régions plus exposées, avec un risque baseline qui pourrait être plus grand, à ce moment-là, on a des effets qui sont plus importants pour les enfants des groupes de revenus plus élevés aussi. Et finalement, on a une mesure euh, de l'accessibilité à des soins de santé euh, qui dépend pas du revenu, qui serait la proximité avec un médecin généraliste ou avec un pédiatre. Et on voit qu'il y a aussi des différences ici. Typiquement, l'accès au pédiatre serait plus grand dans le groupe de plus impactés. Et je pense que c'est parce que typiquement, ils sont dans des villes plus importantes. Ici, on voit que l'aire de Paris est particulièrement surreprésentée dans le groupe d'impact le plus important. Pour ce qui est des consommations de soins d'asthme, on trouve des résultats similaires, mais les différences sont moins importantes. Et on trouve que le groupe de revenus le plus important ici n'est pas surreprésenté parmi les enfants les plus affectés, ce qui n'est pas surprenant ici, puisque finalement, on voit déjà que la consommation de ces soins-là est beaucoup plus importante parmi les revenus les plus importants, comme on voyait au départ. Mais sinon, les conclusions sont relativement les mêmes. Les enfants les plus vulnérables à l'exposition de l'air sont aussi les plus vulnérables à la naissance.
Euh, donc, pour interpréter ces résultats, donc on peut faire plusieurs choses avec tous ces résultats. On peut déjà remarquer que pour certains groupes d'enfants, la bronchiolite est une cause plus importante. La pollution de l'air est une cause plus importante de séjour aux urgences pour des problèmes de bronchiolite. Donc ici, vous avez le gradient du risque de faire un séjour aux urgences pour la bronchiolite en fonction des revenus des parents de façon inconditionnelle. Et si on regarde spécifiquement pour le choc lié à la pollution, ce qu'on a, c'est que le top enfin, les enfants qui viennent des groupes de revenus les plus importants et les plus faibles sont surreprésentés. Okay, donc, ce qui nous fait penser que typiquement l'exposition de l'air est une cause majeure de risque de bronchiolite grave, en tout cas, pour certains groupes de revenus, mais pas pour d'autres. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est d'abord lié à un risque baseline, en fait, qui serait le fait d'être dans une grande ville, par exemple. Finalement, ce qu'on peut faire avec tout ça, c'est proposer des politiques publiques. À quoi ça sert finalement d'avoir identifié ces enfants-là? Ben, ça sert d'abord à proposer des façons d'essayer d'éviter ces risques-là pour ces enfants. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de dire en fait, à la place de faire des réglementations européennes qui sont très générales et basées uniquement sur l'exposition moyenne dans une ville, donc les concentrations atmosphériques qu'on pourrait observer dans différentes villes, en fait, on peut faire des politiques publiques qui sont plus ciblées et qui prennent aussi en considération les vulnérabilités des gens. Et donc, pour vous donner une idée ici, ici, on a cherché à représenter comment, à quelle vitesse finalement, on pourrait cibler, on pourrait chercher à atteindre les enfants qui sont les plus vulnérables à l'exposition de l'air en fonction de trois ciblages de municipalités. Ok, donc il y a trois façons de faire. Est-ce que je cible les municipalités par rapport à la mesure de concentration de polluants atmosphériques dans la ville? Donc, ce qui est typiquement la politique publique qui est utilisée. Donc, les villes les plus polluées, on va mettre des politiques publiques en place pour essayer de réduire la pollution de l'air. Est-ce que je vise des villes où les gens sont plus pauvres, ou est-ce que je vise des villes où il y a juste un nombre de prématurés plus important? Et en fait, nous, ce qu'on trouve, c'est que pour aller chercher les enfants les plus vulnérables, ici le plus rapidement, ben, en fait, euh, on pourrait simplement cibler les villes où il y a plus de prématurés, puisqu'en fait, c'est les endroits où, enfin, c'est une variable, disons, qui capture assez bien le risque d'exposition à la pollution de l'air pour les enfants. Et donc, à la place de regarder juste les régions où il y a de la pollution, on va regarder les régions, en fait, où il y a plus d'enfants et où c'est plus pollué. Et cette mesure du nombre de prématurés nous permet d'aller chercher une proportion du nombre d'enfants les plus vulnérables beaucoup plus rapidement que si on regarde finalement la courbe rouge ici, c'est juste l'exposition moyenne de l'air. Donc vous voyez par exemple là, en ayant traité la moitié des municipalités, je suis capable d'aller chercher plus de 50% des enfants vulnérables, et alors qu'avec une mesure d'exposition comme politique publique, j'ai seulement 35% des enfants vulnérables. Donc notre approche ici, c'est vraiment de dire qu'on peut faire des politiques plus ciblées avec des mesures de vulnérabilité plutôt que simplement des mesures d'exposition, de concentration de polluants. Donc pour conclure, dans ce papier, on trouve un lien causal entre pollution de l'air et problèmes respiratoires chez l'enfant. On est capable d'identifier des effets hétérogènes très importants, notamment que seulement 10% des enfants sont affectés par la pollution de l'air, ou du moins par les types de chocs de pollution de l'air qu'on regarde, étant donné comment on les a construits. Ces enfants-là sont des enfants qui typiquement sont plus vulnérables à la naissance et sont aussi des enfants qui viennent des milieux les plus défavorisés. C'est aussi des enfants qui sont plus exposés, mais ici on contrôle pour le choc d'exposition, même si on contrôle pas pour le baseline risque lié à l'exposition de base.
Et finalement, on est capable d'utiliser ça pour conclure qu'il y a une nécessité de politique publique qui serait de cibler les mesures de réduction de l'exposition à la pollution de l'air, non pas seulement sur la concentration atmosphérique ambiante, mais aussi sur la vulnérabilité des populations locales. Voilà. Donc, merci pour votre attention. J'espère que j'ai été clair et que j'ai tenu à peu près mon temps. Merci beaucoup. Oui, c'était, très clair. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question, enfin oui, une question. Merci beaucoup pour la présentation. Comme l'a dit Sophie, c'était très clair, très pédagogique, c'est vraiment agréable. J'avais une question par rapport aux variables instrumentales utilisées, notamment la direction du vent. Il me semble que l'inversion thermique et la direction du vent sont utilisées dans les modèles chimères, enfin utilisés par pour les variables Ineris-Prévert. Et du coup, dans quelle mesure est-ce que le fait d'avoir ces variables qui sont utilisées déjà pour la construction des indicateurs de pollution peut être problématique ou non, parce que c'est pas le même objectif? Et ma deuxième question, c'est qu'il y a un papier qui est paru en 2021 qui montre que la composition sociale est liée à la direction du vent. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure ça pouvait pas être aussi une source d'endogénéité, parce que du coup, la direction du vent est corrélée avec les erreurs de mesure, ce qu'on cherche à éviter avec les variables instrumentales. Mm. Alors, je ne sais pas si j'ai des bonnes réponses. Très bonne question. J'ai jamais entendu ces questions-là. C'est vrai que pour Ineris, moi, je me suis posé la question aussi, et justement, ces modèles de réanalyse qui cherchent à estimer là, les polluants. En fait, ils utilisent des données météo, évidemment. En fait, ici, pour nous, c'est pas vraiment un problème, puisque, comme tu vois, on fait pas des two-stage squared. En Mm. fait, ce qu'on dit, nous, c'est, en fait, on fait juste des intention to treat. Donc, on regarde juste l'effet de cette météo-là, tu vois, d'un choc de météo qu'on construit sur la santé. Et on n'a pas la mesure de PM2.5 qui apparaît directement dans notre modèle. On l'utilise juste comme pour confirmer que cette météo-là a un effet. Donc voilà, peut-être que ça serait un problème potentiel, mais mon impression, c'est que si c'est utilisé dans ces modèles, c'est que ça a vraiment un effet. Mm. Donc, a priori, ça fait plutôt du sens. Pour ce qui est de ta deuxième question, j'avoue que je suis un peu surpris. Donc, la composition sociale dépendrait de la direction de vent, mais pourquoi en fait? En fait, c'est un papier qui regarde la composition sociale et son évolution historique en fonction de la localisation des industries et Hmm. qui montre que, en fait, historiquement, si les industries se sont implantées à un endroit, il y a la direction du vent qui amène la pollution dans des quartiers spécifiques, le vent dominant, ou du coup, si la pollution arrive dans ces quartiers, les personnes les plus aisées vont pas forcément aller habiter dans ces quartiers, et ces inégalités se sont ont perduré dans le temps. Et on peut supposer que les vents sont les mêmes qu'il y a 100, enfin, qu'il y a 150 ans, et du coup que ce sont encore, enfin, et c'est ce que vous exploitez d'ailleurs. Mais je me dis que s'il y a Mhm. enfin, il y a quand même Non, mais c'est un bon la point. variable de Moi, je comprends. l'endogénéité dans le temps, enfin, qui s'est créée Ouais. dans le temps. Non, mais c'est un très bon point. En fait, c'est vachement intéressant parce que ça vient exactement, à mon avis, dans ce point-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du residential sorting, mais ici qui serait lié à la pollution. Mais comme la pollution dépend aussi des directions de vent, en fait, c'est corrélé avec la direction de vent. Mais au fond, ça, c'est pas un problème parce que c'est un effet quand même à assez long terme. Les gens ne déménagent pas d'un mois sur l'autre juste pour éviter un choc de pollution. Ah ben, il y a eu plus de vent qui venait du nord-ouest et c'était plus pollué, donc je vais déménager demain. Si on pense qu'il y a cet effet-là, ben, en effet, il pourrait y avoir un problème potentiel. Mm. C'est-à-dire ils vont changer leur comportement parce qu'il y a eu plus de jours de vent du nord-ouest l'année dernière que d'habitude. Voilà, à ce moment-là, ça serait un problème. Mais en fait, sans doute pas ici, puisque le sorting se fait par rapport à un niveau de pollution moyen et il se fait de façon assez lente, à mon avis. Mais c'est un très bon point et c'est une très bonne illustration, à mon avis, Mm. de cette raison pour laquelle il y a un problème d'endogénéité quand on regarde l'exposition à la pollution sur la santé. Bah, merci beaucoup pour tes réponses et puis encore une fois pour la présentation.
Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi, j'avais deux, alors c'est pas forcément des questions, mais des remarques, justement sur 2 points, justement que vous traitez et qui sont pas souvent faits. Tu as parlé de bouquets de pollution. Effectivement, parce que bon, au début, tu nous présentes, les PM2,5, mais finalement, l'approche fait que, voilà, l'instrumentation par les vents dominants fait que finalement, voilà, ça peut tout prendre en compte. Donc ça, c'est quelque chose, d'intéressant. Mais au final, vous vous basez quand même sur, des mesures de PM2,5? Vous avez tenté, parce que pareil pour comparer, Ineris et satellitaire, ça peut se faire aussi sur les données de, dioxyde d'azote. Est-ce que par hasard, vous avez regardé ça ou pas du tout? PM2,5, c'est très bien. Alors, on prend les PM2,5 parce qu'en fait, c'est vrai que c'est les données les plus disponibles pour la pollution. C'est un peu, on a pêché pour la facilité ici. Mais en fait, Milena, ma collègue ici, elle s'était posé la question. Donc, elle a un papier dans le gym où elle regarde ça. Elle regarde tous les polluants qu'elle a pu trouver. Donc, elle a vraiment tout, quoi. Et en fait, elle essaye d'identifier les effets de chaque polluant sur un outcome de santé. Donc, elle a beaucoup, beaucoup d'instruments météo et elle utilise une autre méthode de Tchernozoukov, là, qui permet en gros de miner des instruments. Et ce qu'elle montre dans ce papier, et c'était une raison pour laquelle on a fait ça comme ça, c'est qu'en fait, on peut pas vraiment identifier les effets individuels de chaque polluant. C'est très, très dur. Et donc, en fait, on est mieux de dire, bah, c'est un cocktail de polluants. Alors, ici, on n'a pas cherché à montrer que ça avait un effet sur le cocktail de pollution, mais elle le faisait déjà dans son papier, puis c'est des données françaises. Donc, on s'est dit, on va pas on va pas le refaire, mais c'est un bon point. Je pense que c'est pas un point qui est suffisamment fait dans toutes ces études sur la pollution, notamment en santé publique, où on regarde pas les problèmes d'endogénéité et puis on fait un claim finalement qu'on peut identifier l'effet de chaque polluant, ce qui, à mon avis, est totalement faux. Et du coup, j'avais un deuxième point justement sur, comme vous comparez les effets en prenant les données Ineris, vous travaillez et les données satellitaires et que finalement, voilà, les données satellitaires sont plutôt, meilleures, enfin en termes de voilà, vous avez des résultats un peu plus, fins, il y a peut-être moins d'erreurs de mesure. Est-ce qu'il y a pas un message de de politique publique aussi là-dessus, de dire que peut-être, concentrons-nous sur, enfin voilà, sur les données satellitaires. Est-ce que les données, enfin voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus aussi? Parce que, voilà, c'est rare d'avoir Ouais, des études qui comparent, finalement les 2. Il y a des mm. discussions là-dessus, donc ouais, c'est Ouais, c'est intéressant. vrai. Ben, en fait, tu vois, au fond, ici, je pense que le seul moment où on les compare vraiment, c'est quand on regarde ce first stage-là. Donc, c'est quoi l'impact de notre choc de pollution sur finalement les PM2,5 mesurés avec les deux sources de données? Et moi, mon impression, c'est que elles disent pas la même chose, enfin pas tout à fait la même chose. Elles vont dans la même direction, mais on peut pas vraiment conclure si l'une est meilleure que l'autre. Et alors, je connais pas bien la méthode de Ineris, mais mon impression, c'est que les données satellitaires, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Il y a un papier dans l'AER de Meredith Foley et d'autres co-auteurs où en fait ils montrent justement faut se méfier des données satellitaires de pollution, qu'il y a des erreurs de mesure importantes. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est en comparant les différents millésimes de ces données-là, c'est les mêmes gens qui construisent ces données-là, les variations sont gigantesques. Donc, il faut vraiment, à mon avis, les données satellitaires ne sont pas meilleures, mais je saurais vraiment pas dire s'il faut favoriser l'une ou l'autre approche. À mon avis, elles sont complémentaires. Et le mieux pour nous, en tant que chercheurs, c'est d'utiliser finalement plusieurs sources de données pour pouvoir montrer que ce qu'on trouve finalement, ça fait du sens et que c'est pas spécifique à une base de données. Mais
C'est mon point de vue. Et en plus, je veux pas Merci. dire du mal des gens d'Ineris parce qu'ils nous ont partagé leurs données. Ils ont été quand Oui, même non, mais, vachement sympas. oui, non, mais moi aussi, je travaille avec. Mais c'était juste, voilà, comme c'était mentionné dans la présentation, si vous aviez. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non, mais effectivement, c'était très clair et très pédagogique. Oui, pardon, Hélène. Non, tu disais que tu travaillais sur d'autres projets en lien avec enfin, santé et environnement, et ça m'intéressait de savoir un peu voilà, ce qui était dans les tuyaux. Ben, en fait, j'ai un projet un peu similaire où on s'intéresse au Canada, en fait. On a des données très détaillées aussi, des données administratives et des données de pollution, etc. Donc, on essaye de refaire un petit peu ça, mais aller plus loin. Donc, par exemple, regarder d'autres populations que juste les jeunes enfants, regarder d'autres outcomes de santé, voir est-ce qu'on peut aller plus loin. Et l'autre chose que on aimerait faire, mais je sais pas si ça va se faire encore, c'est un peu un projet. Avec des gens de l'adresse, donc je sais pas trop si je peux en parler, mais on aurait aimé travailler sur d'autres types de pollution, en fait. Pas juste la pollution de l'air, mais par exemple des pollutions, des pesticides dans l'eau, par exemple, ça serait super intéressant de faire ça, mais faut voir si on a les données, faut voir si on a les autorisations, etc. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure ce séminaire. Merci encore d'avoir accepté. Merci aux participants et à la prochaine séance. Ben, merci beaucoup pour votre invitation. Au plaisir alors. Merci. Au revoir.